pense que là, on va essayer de commencer pour être à l'heure, parce que c'est vrai que ça va être un sujet assez dense. J'espère que vous voyez tous bien l'écran. Hop. Donc, merci de vous être connectés. Bienvenue à ce webinaire qui va parler de l'organisation de l'offre de soins en ville. Donc moi, je m'appelle Sanita, je suis médecin généraliste au CRATB Île-de-France. Et alors, bon, je n'ai pas été le chercher très loin, mais notre expert invité, c'est le docteur Anas Tara, qui est aussi médecin généraliste, qui a beaucoup d'autres casquettes. Donc Anas, je ne sais pas si tu nous entends, je vais peut-être te laisser te présenter. Oui, je vous entends très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'ai participé à cette réunion à l'initiative donc de Samy. Donc, pour ceux qui se posent la question, donc nous sommes frères. Si voilà. Donc, je suis médecin généraliste, mais je suis aussi maître de conférence de médecine générale à la faculté Paris-Est Créteil, et je suis donc le responsable d'une maison de santé universitaire, et je suis aussi le président d'une CPTS, et donc je participe en cette qualité afin de vous faire un retour d'expérience si vous le jugez nécessaire. Très bien, merci Anas. On va commencer tout de suite. Alors, on verrait, c'est assez dense, hein, c'est un sujet assez vaste. On vous transmettra là, les diapos que sur certaines, j'irai assez vite après pour que vous ayez un support auquel vous référez. L'objectif étant qu'on puisse avoir un petit temps d'échange de questions, si vous avez des questions à poser à Anas ou des choses qu'on n'a pas abordées. On va commencer tout de suite avec, donc, dans le vif du sujet, avec le fonctionnement des différentes structures d'exercice coordonné en ambulatoire. Alors, d'abord, une vue d'ensemble. D'abord, donc, les différentes structures, après, on va les détailler. Donc, le cabinet de groupe, dans un premier temps, c'est tout simplement un regroupement immobilier de professionnels de santé libéraux qui décident de travailler sous le même toit. Donc, il n'y a pas d'exigence de pluriprofessionnalité ou alors de projet de santé. À la différence donc, du deuxième groupe, qui sont les équipes de soins primaires, qui, elles, sont des regroupements pluriprofessionnels avec des professionnels de santé de premier recours, des médecins généralistes, mais aussi au moins un paramédical, autour d'un projet de santé commun. Le regroupement est plutôt, souvent c'est la taille d'une ville à peu près, en moyenne. Les deux principaux représentants sont les MSP, donc maisons de santé pluriprofessionnelles, et les centres de santé, on va rentrer dans le détail ensuite. Et si on dézoome, il y a donc la CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont cette fois-ci des coordinations à l'échelle plus large, tant en termes de territoire, parce que souvent c'est des regroupements de plusieurs villes, qu'à l'échelle des membres, en fait, puisque là, ce seront des acteurs médico-sociaux, donc c'est vraiment plus large, toujours autour d'un projet de santé qui est contractualisé, c'est tripartite entre la CPTS, les membres, la CPAM et l'ARS qui finance ce projet de soins. Donc, on va commencer par ce qui est le plus actuel, le plus nouveau, que sont les CPTS, puisqu'effectivement, si la loi qui donne le cadre de ces CPTS date de 2016, les premières structures en fonctionnement, en fait, elles datent de 2019-2020. Comme on a dit, c'est des groupements assez vastes de professionnels médico-sociaux qui se coordonnent autour d'un projet de santé qui est commun, qu'ils font valider par la CPM et par l'ARS pour une durée de 3 ans. Ils s'articulent autour de 6 missions qui sont les mêmes pour toutes les CPTS, on va les voir. Et le vecteur d'action concrète de ces 6 missions-là, ce sont des fiches actions qui sont proposées par les CPTS et validées par les CPAM et les ARS lors des dialogues annuels où il y a une rediscussion et des propositions de ces fiches-là. Il y a donc une fonction de coordination et de présidence de la CPTS, qui sont souvent le premier interlocuteur pour pouvoir les contacter, prendre contact avec ces structures-là. Pour trouver ces référents, le plus simple, c'est d'aller donc sur ce site de l'ARS qui tient une carte en fait des différentes structures, où est-ce qu'elles en sont dans leur projet et où elles sont en fonctionnement, le territoire. Donc comme ici, on voit celle par exemple de Sucy, on voit qu'il y a le contact d'Anas. Il faut savoir que là, voilà, on est à peu près à un peu plus de 87 là, depuis janvier CPTS qui sont en fonctionnement en Île-de-France. Ça représente 76% de la population. Et en prenant en compte l'ensemble des projets recensés, on arriverait à 98% de la population
qui seraient dans un territoire via une CPTS. Concernant le financement de ces structures, ce qui est le plus important à savoir, c'est vraiment que ce sont des financements qui sont variables, ils sont variables en fonction de plusieurs choses, notamment la taille du territoire qui est couvert, mais ça dépend aussi des projets, en fait, et notamment, ça dépend de résultats, d'indicateurs de résultats sur ces différentes actions. Donc, c'est pas il y a des contreparties qui sont demandées quand même, mais le gros avantage, c'est l'autre chose qui est importante à savoir, c'est que vraiment le gros avantage de ce financement, c'est que c'est des financements qui sont par enveloppe et qui sont donc utilisables à l'initiative des CPTS. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez flexible. Ça peut permettre de rémunérer du temps de travail personnel, de louer un local, de rémunérer des intervenants. Donc vraiment, c'est assez flexible et ce qui est pratique, ça permet vraiment d'utiliser ça de façon flexible. En général, voilà, il n'y a pas de limite, enfin, pas trop. Pour ce qui est donc des missions, comme on l'a dit, il y en a 6, 4 socles, donc l'accès aux soins, le parcours de soins, la prévention et la gestion de crise, et 2 optionnels, que sont la qualité des soins et l'accompagnement des professionnels de santé. Les attentes de la CPAM et l'essentiel du budget est sur la première mission, sur l'accès aux soins, c'est là-dessus que sont les attentes. En tant que EMA, le plus évident semblait de se dire, voilà, moi, mon créneau, c'est la 3e mission, la mission de prévention, l'antibiorésistance, bon usage des antibiotiques, prévention vaccinale. Mais tout comme pour le financement, c'est assez flexible. Il faut ne pas voilà, cantonner son action, sa stratégie sur cette voie la plus évidente et ne pas hésiter à utiliser cette flexibilité des différentes missions. Je vous ai mis là quelques exemples. Par exemple, voilà, tout ce qui est en rapport avec le lien ville-hôpital rentre dans le parcours de soins du patient. Les ruptures d'approvisionnement en antibiotiques, notamment, qui sont un sujet récurrent en ville depuis 2022, qui rentre dans la gestion de crise, par exemple. Hop, excusez-moi. Donc, en pratique, pour ce qui est d'établir une stratégie de bon usage d'antibiotiques en CPTS, il y a beaucoup d'avantages à travailler avec ces structures-là. Le fait que ça ouvre un large réseau d'acteurs médico-sociaux qui souhaitent se coordonner. Ça permet, en les rencontrant, d'être identifiés par tous ces acteurs du territoire. Et c'est vraiment, voilà, on est assez pragmatique, on va dire, en ville. On a besoin de se voir, de se rencontrer, de se connaître, de discuter ensemble de quelles sont les problématiques du terrain, quelles sont les solutions qui sont possibles d'apporter à ces problématiques-là. Ça permet vraiment de co-construire en fait avec les acteurs de terrain des projets dont on s'assure qu'ils sont pertinents et qu'ils sont faisables via donc, ces fiches actions qui sont, comme on a dit, pluridisciplinaires. Ça permet d'impliquer vraiment l'ensemble des professionnels qui jouent un rôle dans la stratégie dans toute stratégie du bon usage, et pas seulement les médecins généralistes. Et cette échelle de CPTS, cette échelle de territoire qui est assez concrète, ça permet de proposer des indicateurs qui le sont plus aussi, puisque les indicateurs de consommation, de résistance au niveau national ne prennent pas forcément en compte les spécificités de chaque territoire, alors que là, c'est vraiment quelque chose de plus concret à un territoire. Et ça permet d'être utilisé aussi dans les fiches actions pour les faire valoriser. Mais il y a aussi des difficultés, principalement le fait que, de par leur nature même territoriale, ces structures sont très variables, et du fait que le bon usage, si c'est un enjeu de santé publique majeur, il est en compétition, entre guillemets, avec beaucoup d'autres sujets de santé publique tout aussi importants. Ça, je veux bien, Canas, si tu peux nous donner un peu ton expérience, ton retour d'expérience sur chacun de ces 2 points, notamment sur le fait de voilà, comment ta structure, ta CPTS par rapport à d'autres, comment c'est possible de s'articuler, si c'est difficile, si c'est facile, et surtout comment c'est possible, comment ça se gère en fait ces différents enjeux de santé publique les uns avec les autres. On veut bien mettre ton retour d'expérience en fait. OK, oui, donc si certaines personnes, souhaitent, interagir, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Moi, il y a pas de souci. Pour vous donner un petit peu, le fonctionnement, des CPTS vis-à-vis de ça, comme ça a été dit, les CPTS, elles, rédigent un projet de santé
elles le font valider auprès de l'Agence régionale de santé, mais aussi elles interagissent avec l'assurance maladie pour convenir d'indicateurs qui servent à mesurer donc l'atteinte et la réalisation effective de ce projet de santé. L'assurance maladie nous attend, comme ça a été dit, autour de 6 missions. Mais dans ces 6 missions-là, il peut y avoir des missions où elle nous demande de définir à l'avance, ce qui parfois peut être un peu compliqué, les thématiques sur lesquels on va travailler. Quand je dis les thématiques, ça peut être effectivement donc, comme ça a été dit, le bon usage des antibiotiques. Donc on peut faire des propositions pour essayer d'améliorer effectivement l'usage des antibiotiques, avec une diminution de la prescription, avec une utilisation, plus raisonnée, des antibiotiques en fonction des situations. Mais il y a effectivement, comme ça a été dit, beaucoup d'autres sujets sur lesquels on est en général attendu, comme par exemple, la périnatalité, comme, la fragilité chez la personne âgée et cetera et cetera. Et donc, la particularité, c'est que chaque CPTS définit elle-même ses propres priorités, et pour l'instant, il y a assez peu de cadrage au niveau national de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, contrairement aux maisons de santé, il n'y a pas une liste prédéfinie dans lesquelles on peut choisir. Le cadre, il est large et donc, il peut y avoir des CPTS qui fonctionnent donc, et qui travaillent sur la périnatalité ou la fragilité comme je l'ai dit, mais il peut y avoir des CPTS qui travaillent sur l'insuffisance cardiaque, sur le diabète et cetera et cetera. Et donc tous ces sujets sont, effectivement, tous pertinents et prioritaires, mais c'est effectivement parfois, le bon usage des antibiotiques peut ne pas avoir été identifié en amont et ça peut être effectivement une difficulté pour travailler. Ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les CPTS ne se ressemblent pas, elles n'en sont pas toutes au même point et elles n'ont pas toutes les mêmes, priorités. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, à tes attentes. Est-ce que tu souhaitais que je précise certaines choses? Non, bah, c'était ça, c'était surtout effectivement, si je résume un petit peu, c'est qu'effectivement, il y a pas vraiment de modèle uniforme. C'est pas possible de faire un calcul que les structures sont assez variables, tant dans leur appétence que dans leur capacité à appliquer voilà, les différents projets et différents enjeux de santé publique. Après, alors n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, par exemple. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce qu'on peut poser une question oralement aussi? Oui, Oui, bonjour. alors après, on peut, oui, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Alors, on va essayer de pas trop. Oui, et là, déjà, on a quelques questions au fur et à mesure. Mathilde Leroux, donc moi, je suis pédiatre. Et en fait, c'est vrai, est-ce que finalement, par exemple, on ne peut pas intervenir dans une CPTS si le terme bon usage n'est pas une action prioritaire définie par la CPTS? Si, si, bien sûr que si, il n'est pas question de cela. C'est juste que, lorsque vous vous adressez à une CPTS, si vous prenez contact avec elle, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nous-mêmes pris contact avec notre interlocutrice, au niveau de l'intercommunal de Créteil, puisque je suis dans la zone du Val-de-Marne et on a mis en place des formations ensemble. Mais, ce que je voulais dire, par mon propos, c'était que si vous prenez directement contact avec une CPTS qui n'a pas priorisé le bon usage des antibiotiques dans son projet de santé, le risque, c'est qu'elle ait moins de ressources à consacrer à cette problématique-là et effectivement, il peut y avoir, on va dire, des délais avant que les choses ne se fassent pour dire les choses ainsi. Mais, il n'y a pas, d'interdiction. Le projet de santé, il n'est pas opposable aux actions que fait la CPTS et la CPTS peut parfaitement décider en cours de route, alors qu'elle n'avait pas, identifié ces éléments-là dans son projet de santé à la base, décider de travailler sur de nouveaux axes, mais tout dépend en fait des modalités de fonctionnement et c'est le point que je peux peut-être développer. Les CPTS ne sont pas toutes organisées de la même façon. Il y a des CPTS qui ont un cadre, on va dire, très, très strict, dans la prise de décision où effectivement il y a, nécessité de passer par le CA, de mobiliser, tel ou tel, professionnel ou tel, interlocuteur. Et il y a des CPTS, c'est plutôt mon cas, où effectivement on se laisse la possibilité de changer en cours de route
parce que, eh bien, il y avait un axe qu'on a défini et qui, donne assez peu de résultats et à l'inverse, il y a, une opportunité qui se crée parce qu'il y a, tel professionnel qui prend attache avec nous, qui veut travailler et il se trouve que ça donne des résultats. Ça a été le cas pour pas mal de choses où, par exemple, je prends l'exemple de l'activité physique adaptée. Alors on sort un petit peu du cadre du bon usage des antibiotiques, mais ça faisait pas initialement partie de notre réflexion, mais il y a eu une opportunité de mettre ça en place et donc on a foncé dessus. Mais voilà, c'est très variable, en fonction des organisations locales. Et juste pour continuer, juste une question sur le CPTS. En fait, le budget alloué au CPTS, il sert également à financer les heures de formation, par exemple, parce que moi, on m'a rapporté qu'il y avait sur des offres de formation pour les médecins des CPTS sur le bon usage, c'était heurté au fait que les médecins qui faisaient partie de la CPTS souhaitaient que ces heures de formation leur soient rémunérées. Alors, C'était du coup une des difficultés à offrir des offres de formation. ouais, je comprends. Il y a pas ça a été dit, précédemment, mais je vais préciser, les CPTS, usent du budget et des subventions qui leur sont allouées, de façon assez large. Donc elles peuvent décider, si elles le souhaitent, de dédier, une partie de leur budget à la rémunération, du temps passé en formation. C'est ce que nous faisons. Nous faisons une formation par mois, mais qui sont des formations, pluriprofessionnelles, pardon, où effectivement on essaye de faire en sorte que le sujet, il s'adresse à tout le monde. Par exemple, celui d'il y a 2 semaines, c'était la santé sexuelle. Celui d'avant, c'était, la question de l'adressage des enfants qui présentent des troubles, du trouble du spectre autistique, par exemple, à la plateforme locale. Je parle à quelqu'un qui j'imagine doit connaître ça. Mais si la raison pour laquelle l'exemple que vous me donnez, ça s'est heurté au fait que les médecins voulaient être rémunérés, bon, à titre personnel, je pense que c'est pas illégitime comme demande, mais peut-être que ça a posé problème parce que ça n'était pas budgété. Et c'est là une autre grosse, enfin, c'est très variable d'une CPTS à l'autre. C'est qu'il y a, des CPTS qui ont des budgets très contraints parce qu'ils décident d'avoir des charges fixes extrêmement importantes. Par exemple, une personne, chargée de la coordination, une personne chargée de la communication, et cetera, et cetera. Et donc ça, ce sont des charges fixes importantes qui font qu'ils ont peut-être pas, des budgets qu'ils peuvent libérer facilement. Ou d'autres CPTS, j'en fais partie, qui ont un fonctionnement assumé plus, plastique et qui justement se laissent la possibilité d'avoir un certain nombre de choses qui se décident en cours de route. Mais voilà, ce que je pouvais vous donner comme éléments de réflexion. Comme Merci. élément. Merci beaucoup. On va essayer, hop, d'avancer. Effectivement, oui, si vous avez des questions, quelques questions, on peut les poser en cours de route. S'il y en a beaucoup, on essaiera de les garder pour la fin pour garder un temps d'échange ensemble. Donc maintenant qu'on a parlé donc des CPTS, on va se refocaliser donc, sur les équipes de soins primaires. Donc d'abord les maisons de santé pluriprofessionnelles. Comme on a dit, elles sont donc, comme dans leur nom, pluriprofessionnelles, avec des professionnels de santé de premier recours, des généralistes, au moins un paramédical. Et contrairement au CPT, ce sont vraiment des lieux de soins. Les équipes de soins primaires sont vraiment des lieux de soins. Ils ont aussi un projet de santé commun, mais comme on va le voir, il est beaucoup plus, et comme Anas l'a déjà un peu abordé, ils sont beaucoup plus centrés sur vraiment les moyens d'accès aux soins, de travail coordonné. Et, ces axes sont tous pluriprofessionnels. Il y a aussi une fonction de coordination. Encore une fois, c'est souvent le premier interlocuteur privilégié pour entrer en contact avec ces structures. Donc voilà à quoi ressemblent concernant le financement les trois axes, donc dans les différentes couleurs, l'accès aux soins, le travail en équipe et le système d'information. Donc on voit que c'est vraiment centré sur le parcours de soins, la prise en soins, avec des missions à chaque fois obligatoires et optionnelles, mais qui sont vraiment définies, beaucoup plus que pour les CPTS. Géant en rouge, on peut voir qu'a priori, en tant qu'EMA, le créneau serait plutôt les missions de santé publique, même s'il n'y en a que 2 qui sont rémunérables, qui sont valorisables dans ces accords, ou alors la coordination externe, une coopération avec des structures externes, notamment une structure hospitalière. Mais a priori, il est tout à fait possible de sortir de ce cadre. Ça, Anas, est-ce que tu peux
nous en parler du fait, est-ce que c'est possible effectivement de sortir un peu de ce cadre, notamment les 2 missions rémunérées? Est-ce que c'est possible d'ajouter des indicateurs qui ne seraient pas là, ou est-ce que vraiment c'est verrouillé? Non, non, au contraire, oui, oui, tu fais bien de le préciser. C'est très similaire au final au CPTS, donc là je change de casquette, mais si vous voulez, ce tableau-là, c'est le tableau, de calcul des subventions, de l'assurance maladie aux maisons de santé. Et en pratique, si vous voulez, ça, c'est juste les modalités de calcul, mais le projet de santé de la maison de santé, il peut recouvrir, pardon, des réalités beaucoup plus larges. Et au même titre que les CPTS, les maisons de santé, décident elles-mêmes de de la ventilation, et de l'allocation de leurs subventions. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends l'exemple de la coordination externe. Donc c'est 7 € le point, donc la coordination externe, 200 points. Je rentre pas dans les détails, mais c'est à peu près 1 400 €. Donc c'est à la discrétion de la maison de santé qui décide si, elle alloue, plus ou moins de ces 1 400 € et c'est aussi à la discrétion de la maison de santé qui peut décider de dire: «Bah, voilà, nous, on va se lancer dans quelque chose d'autre. Certes, c'est pas, totalement valorisé, mais nous, on considère que ça fait partie de notre projet de santé et on alloue des moyens. Donc ça, c'est aussi, les décisions locales des maisons de santé, mais, pour, répondre, de façon synthétique, ce tableau, c'est juste le tableau des financements, mais ça ne contraint pas la maison de santé à ce qu'elle veut faire ou pas, au même titre que la CPTS d'ailleurs. OK, merci. Donc effectivement, pareil que pour la CPTS, c'est assez flexible, et donc il faut pas, voilà, penser que c'est verrouillé si on résume un petit peu ça. Donc pareil, en pratique, quand on veut, implanter, enfin, mettre en place une stratégie plutôt, de bon usage en MSP. Donc comme on a dit, comme l'a dit Anas, c'est certes souvent c'est des structures qui sont plus vieilles, plus anciennes que les CPTS, hein. Certaines MSP ont, plusieurs années, voire 10 ans de vie. Donc elles sont souvent construites autour de certains thèmes qui fédèrent l'équipe, qui ont plus leur appétence, mais il est possible de sortir un peu, d'aller au-delà un peu de simplement le financement de ces deux missions de santé publique valorisées. Comme on a dit, c'est des lieux de soins, donc avec des objectifs là-dessus, mais il est tout à fait possible de faire de la coopération, de la coordination en rentrant dans ces projets-là. Ce qui est avantageux, c'est que c'est des structures qui sont à taille plus humaine, c'est des structures plus petites, donc c'est tout à fait possible de faire des actions simples, concrètes, à plus petite échelle et qui sont déployables plus facilement que pour une CPTS, par exemple. Et du coup, souvent, ces équipes de soins primaires, ces CNSP font partie de la CPTS du territoire, sont membres de la CPTS, donc l'un peut être une porte d'entrée pour l'autre. C'est possible, voilà, ou choisir la voie des petites actions simples avec une NSP qu'on a pu contacter, puis aller vers la CPTS, ou inversement, la CPTS il fait vraiment porte d'entrée vers les différentes équipes de soins primaires qui en sont membres. Et enfin, ce sont des lieux de formation universitaire, avec donc des maîtres de stage universitaires comme les ANAS d'ailleurs, qui sont souvent, voilà, qui sont formateurs, qui se forment et qui sont souvent en lien avec les départements de médecine générale des facultaires. Donc ça peut être aussi un moyen de mettre en place des travaux de thèse de médecine générale, mais qui sont en rapport avec le bon usage. Ça peut aussi être une porte d'entrée vers les départements de médecine générale. Anna, je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose là-dessus. Alors oui, je peux effectivement en dire un mot. Donc sur la valence, de formation, des structures, de maisons de santé. Donc l'accueil d'étudiants au sein des maisons de santé, fait partie, par exemple, de ce qui est valorisé par l'assurance maladie. D'expérience personnelle, ce sont quand même très souvent des structures qui, accueillent des étudiants et qui font de la formation. Pour ce qui est de la recherche, donc je suis maître de conférences associé, donc je m'intéresse beaucoup à ces choses-là aussi et on fonctionne beaucoup avec les départements dont on dépend, pour information. C'est plus compliqué de, prendre à tâche directement
avec une maison de santé pour un projet de recherche de grande envergure. Par contre, sur des projets de thèse, ça peut être parfaitement entendable, mais c'est des choses à discuter. Mais je pense que si c'est pas une erreur de contacter les maisons de santé, je pense que les départements de médecine générale à l'université sont des interlocuteurs probablement plus intéressants. Mais voilà, après ça dépend aussi des valences locales et des intérêts des différents professionnels. Voilà. Effectivement, oui, c'est vrai que contacter directement les départements de médecine générale si vous avez, voilà, vous en avez la possibilité, c'est aussi souvent plus simple pour faire des choses à grande échelle, si effectivement, si je résume ce que tu as dit, mais souvent, ça peut être aussi une bonne source, on va dire, de réseau de contacts vers ces DMG, de contacter les maisons de santé pluridisciplinaires au cours de, voilà, en faisant des actions concrètes, d'avoir en plus cette porte d'entrée vers des départements de médecine générale. Un mot du coup donc sur l'autre principale équipe de soins primaires que sont les centres de santé. La principale différence, c'est qu'il y a donc des professionnels de santé qui sont salariés de la structure, et cette structure, elle est gérée, il y a un gestionnaire. Les gestionnaires, ils sont très nombreux, il y a beaucoup de gestionnaires possibles. L'avantage, c'est qu'il y a donc voilà ce statut salarié avec une personne qui est souvent coordinateur ou coordinatrice de l'offre de soins du centre de santé qui travaille avec le gestionnaire. Ça permet une forme de hiérarchie, entre grosses guillemets, c'est-à-dire que c'est plus simple de travailler avec eux. On définit donc une stratégie de bon usage des actions qui sont validées avec le gestionnaire et le coordinateur, et c'est eux ensuite qui se chargeront de déployer cette stratégie-là sur le centre de santé. Donc c'est vrai que c'est un avantage d'avoir cet interlocuteur-là. Par ailleurs, le fait d'avoir des gestionnaires très variés, comme on l'a mis, ça fait une assez grande hétérogénéité. Ça peut aller du centre municipal de santé, qui est très engagé sur la santé publique, par exemple sur le bon usage des antibiotiques, à vraiment les centres privés à but lucratif, qui ne sont pas forcément intéressés, qui font beaucoup plus du volume, même si vous devez savoir que là, voilà, les organismes, les centres privés à but lucratif sont un peu sous le feu des projecteurs, notamment des tutelles, et seraient, je pense, plutôt favorable pour certains, très partant, de travailler avec des équipes multidisciplinaires, avec l'hôpital, avec des structures comme le CRATB, pour un peu montrer patte blanche et sortir un peu de cette vision assez négative dont ils font les frais en ce moment. Donc, il faut quand même effectivement envisager même des structures privées à but lucratif peuvent être des interlocuteurs qui seront partants pour travailler sur des stratégies de bon usage. Un mot court sur les établissements médico-sociaux, principalement donc les EHPAD, qui sont d'autres lieux de consommation et de résistance importants. Ce sont des lieux de soins qui sont assez particuliers. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails, on vous transmettra le support, mais donc, il y a des avantages et des inconvénients. Les principaux avantages, c'est que comme pour les centres de santé, il y a des interlocuteurs privilégiés, c'est aussi du salariat. Donc, quand il y a un coordinateur ou une coordinatrice, ça permet de faire appliquer après ces stratégies qui sont mises en place. Il y a aussi des filières qui existent déjà, qui sont déjà identifiées depuis parfois plusieurs années, voire dizaines d'années, la filière gériatrie, l'hygiène, avec lesquelles on peut s'articuler. Et maintenant, depuis la récente réforme d'évaluation de qualité des établissements médico-sociaux, ces établissements-là sont quand même très tentés, notamment leur direction, de travailler avec une EMA, de travailler avec le CRATB pour faire valoriser ces coopérations dans leur évaluation. Donc, c'est aussi un levier supplémentaire qui va leur donner la volonté de travailler avec vous. Dans les inconvénients, le principal, c'est vraiment le turnover. Il y a un turnover très important au niveau des équipes, notamment paramédicales, avec une nécessité de reformer à chaque fois ces équipes-là. C'est difficile de mettre en place des protocoles, des choses comme ça, puisqu'il y a des changements fréquents.
Et l'autre limite, c'est principalement dû déjà aux patients qui sont souvent fragiles, qui ont des risques d'infection grave. Donc souvent, c'est un peu des angles morts, entre guillemets, des recommandations qui sont souvent pour la population générale. Et l'autre chose, c'est que faire du suivi, la réévaluation sont assez difficiles puisque les prescripteurs, les labos, les imageries ne sont pas là quotidiennement. Et donc, encore une fois, faire de la réévaluation, faire du suivi des recommandations telles qu'elles sont éditées est beaucoup plus difficile dans ces structures-là. On va maintenant passer à une deuxième partie qui sont les spécificités de l'exercice de la médecine en ville. Donc pour ça, on va faire un petit cas clinique ensemble. Donc vous êtes en cabinet et vous recevez Paul qui a 3 ans et que ses parents amènent pour une fièvre qui évolue depuis 24 heures. La maman vous explique qu'il a déjà fait plusieurs otites. D'habitude, on lui donne des antibiotiques et c'est ça qui le fait aller mieux. Et là, les parents sont embêtés puisqu'ils doivent partir en vacances dans 2 jours et qu'ils sont sûrs que c'est à nouveau une otite, comme la dernière fois, rebelote. Et ils ne veulent pas, ils veulent que tout le monde puisse profiter de ce congé. Quand vous le voyez, Paul, il est un peu ronchon, mais il va plutôt pas mal. Il est apyrétique sous paracétamol. Et donc, à l'examen otoscopique, vous voyez un tableau assez caractéristique dans ce cas-là. Donc, les recos à ce propos sont assez clairs. Paul a plus de 2 ans, symptômes modérés, bien tolérés, pas d'antibiotiques dans l'immédiat, une réévaluation à 48-72 heures en cas d'aggravation. Ça, c'est la théorie, on va dire. En pratique, la vraie vie, c'est donc ce qui nous passe par la tête en tant que médecin de ville, quand on a ça, c'est déjà, en gros, je vous ai mis, voilà, Paul, il a déjà fait plusieurs otites, elles ont bien évolué sous antibiotiques, cette fois-ci, c'est encore une otite, en plus, là, on part en vacances. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une demande d'antibiotiques. Elle n'est pas là verbalement faite de façon claire par les parents, mais c'est ce qui est ressenti, quoi. Et donc, de là, on va se dire, voilà, ils partent en vacances, je ne vais pas pouvoir réévaluer dans 48 heures, et si du coup il faisait une complication que comme par hasard il va faire une mastoïdite, et à l'autoscopie, donc là, l'image était assez claire, mais si c'était quelque chose d'un peu plus compliqué ou que Paul se laissait pas faire pour être examiné, on pouvait se dire, j'ai pas bien vu, est-ce que c'est une OEMA, est-ce que c'est séreux, je sais pas, est-ce que vraiment je prends un risque pour un antibio? Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent au cours d'une consultation aussi simple, aussi banale, on va dire, que celle-ci. Et donc, quand il y a cette pression ressentie de ah ben, ils veulent un antibio, le risque de prescription d'antibiotiques est multiplié par 10. Donc, les déterminants qui font qu'en ville, on prescrit des antibiotiques, ça a déjà été étudié depuis maintenant 15 ans. C'est ce qu'on appelle donc les études paires. Donc, les premières qui ont été faites sur des maîtres de stage universitaires ont identifié 11 situations, certaines liées aux patients, certaines liées aux médecins, qui peuvent mener à une prescription d'antibiotiques dans les consultations pour des infections d'origine virale. Et une deuxième étude qui a été faite sur des médecins généralistes de façon plus large en a identifié encore de nouvelles, d'autres contextes psychosociaux, les particularités d'exercice des différents médecins. Et donc, je vous l'ai mise en rouge, il y en a une seule qui est vraiment un médecin qui est opposé au référentiel, opposé aux recommandations, dans la situation qu'il rencontre. Donc vraiment venir en disant voilà les recommandations, maintenant que vous les connaissez, appliquez-les, ça ne couvre que vraiment une petite partie de l'ensemble des déterminants qui font que les médecins en ville, les médecins en milieu ambulatoire, de manière générale, prescrivent des antibiotiques. D'autant plus que la plupart du temps, les médecins généralistes ont des moyens multiples d'accéder à des recommandations ou à des outils de bon usage. Ici, vous avez une étude de l'adresse de début 2022 qui montrait que 60% il y avait à peu près 1600 ou je sais plus si c'était 3000, je sais plus, mais voilà, il y a un bon échantillon de médecins généralistes. 60% utilisaient antibiotiques pour avoir accès aux recommandations, 15% utilisaient les fiches d'information de l'assurance maladie, ce qu'on appelle des ordonnances de non-prescription, avec des explications, des stratégies, des mesures de support et les consignes de reconsultation. Certains temporisent en utilisant la CRP pour s'aider ou pour temporiser. Donc ils ont accès, ils arrivent à avoir accès à ces recommandations.
ce qu'on voit à droite dans le tableau en jaune, c'est qu'il y en a 90% qui en fait se fient d'abord à leur jugement. Donc en fait, c'est plutôt là-dessus qu'il faut jouer, puisque comme on a vu, ce jugement il est influencé par beaucoup de choses au sein d'une même consultation, et pour une consultation qui semble simple entre guillemets. Et enfin, comme on l'a vu, quand on ressent la pression on me demande un antibiotique, 80% des médecins qui ont été interrogés ont du mal à refuser. Donc, le problème n'est pas seulement l'application des recommandations. Enfin, autre chose qui est important, c'est que les médecins généralistes, même à titre individuel, sont sensibilisés sur le bon usage des antibiotiques, puisque sur ce qu'on appelle la ROSP, les rémunérations sur objectifs de santé publique, qui sont des rémunérations forfaitaires des médecins traitants, des médecins généralistes installés, sur les 39 indicateurs pour l'adulte et l'enfant, il y en a 4, plus de 10%, qui sont consacrés vraiment uniquement au bon usage des antibiotiques. Donc on voit que même à titre individuel, on a des leviers, il y a des leviers et des incitations au bon usage. Donc c'est pas voilà un manque d'intérêt ou vraiment un manque de connaissance uniquement un manque de connaissance des recommandations. Enfin, une dernière chose dont je voulais vous parler, qui est en fait le fait qu'il y a une double attente des médecins en ville, des prescripteurs en ville. Ici, j'utilise une thèse qui a été dirigée par un confrère du CRATB Grand Est, qui parlait, en fait, qui traitait des attentes sur des ambassadeurs d'antibiothérapie en ville. On voit qu'à la fois, il y a une attente, le fait que les médecins généralistes craignent de se sentir jugés, de se sentir dévalorisés. Ils préfèrent vraiment une approche de pair à pair, une approche réflexive, d'auto-évaluation, puis d'entretien de pair à pair. Mais en même temps, il y a aussi, quand les médecins sont interrogés, ils se disent souvent plus rassurés par l'avis d'un spécialiste en infectiologie quand la situation clinique rencontrée dépasse leurs compétences. Et donc, je vous ai ajouté cette petite photo qui était une initiative qui avait été lancée à l'époque par le CNGE il y a maintenant une dizaine d'années, qui était en fait une ligne téléphonique de médecins généralistes qui répondait à d'autres médecins généralistes sur des questions en rapport avec le bon usage. Le problème, c'est que, en fait, la plupart du temps, on a accès, comme on a vu, on a ces compétences sur des cas, la plupart des cas d'infectiologie courants, mais quand vraiment on se trouve dépassé, même avec l'utilisation des outils qu'on a à disposition, là, c'est plutôt un spécialiste, un référent en infectiologie qu'on va aller chercher. Donc vraiment, il y a cette double attente une initiative qui a été prise pour la première attente qui a été en Occitanie. C'était un réseau de généralistes référents extra-hospitaliers qui allaient dans les cabinets faire des entretiens de pair à pair. Donc il y avait vraiment une approche réflexive, des groupes d'échange de pratiques, des groupes de réflexion autour de ça. Et vraiment l'attente concernant l'autre aspect qui est vraiment d'avoir un avis infectiologique spécialisé, c'est plus là au niveau vraiment de la téléexpertise qui a une attente importante de la part des médecins généralistes. Donc, ça dépend voilà, des EMA. La première attente en matière d'infectiologie, c'est vraiment de développer ce système de téléexpertise. Et pour ceux qui l'ont déjà développé, l'important, c'est vraiment d'essayer de le diffuser, d'essayer de le faire connaître aux acteurs de terrain de son territoire. Ici, par exemple, un exemple de l'EMA de Saint-Louis-la-Riboisière, qui a fait un flyer simple voilà, avec les indications, le territoire couvert et un numéro de téléphone, un nom, une procédure de téléexpertise via Direct APHP. C'est des choses qui paraissent simples, entre guillemets, mais qui permettent voilà, de faire connaître ça, puisque c'est vraiment ça la principale attente. Anas, parce que par exemple, on pourrait penser, est-ce que toi, Anas, dans ton expérience, tu penses qu'il y a d'autres attentes que la téléexpertise, que par exemple des infectiologues qui viendraient dans les réunions de concertation pluridisciplinaire, par exemple des CPTS, des MSP, ce serait utile? Est-ce que il y a d'autres formats où les infectiologues pourraient intervenir dans les MSP, dans les CPTS? Oui, enfin, je pense que tu as raison. C'est la téléexpertise qui est la plus intéressante. Enfin, parce que c'est vraiment là où l'attente est maximale. Ce sont des situations où, voilà, comme ça a été dit, c'est pas les situations où, on trouve l'information rapidement dans les recommandations.
c'est typiquement les situations de plurirésistance bactérienne chez des personnes où il y a des précautions d'emploi pour certains antibiotiques. Et effectivement, c'est pas très fréquent, ça arrive une fois par semaine dans la structure où j'exerce, mais quand ça arrive, on est très embêté. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres options et au contraire, je pense qu'elles sont complémentaires. À titre d'exemple, nous avons donc, organisé des formations autour, du bon usage des antibiotiques, et nous avons profité de l'actualité, en fait, pour diffuser ces formations-là. Puis il y en a une qui a été réalisée en urgence, c'était l'année dernière, même un peu plus d'1 an, lorsqu'il y a eu la première grosse pénurie des antibiotiques et qu'il a fallu, se remettre d'accord, collectivement. Donc on a réuni les pharmaciens et les médecins généralistes du territoire pour échanger effectivement sur, les, modifications par rapport au ROCO, par exemple, les durées d'antibiotiques qui étaient, diminuées, s'assurer qu'effectivement on ne surutilisait pas, certaines classes d'antibiotiques qui étaient en grosse pénurie. Ça sort du cadre du bon usage des antibiotiques, mais on avait fait, au moment de la sortie du Paxlovid, on avait, réalisé un temps d'échange aussi avec notre infectiologue référente pour, échanger sur la prescription. Bon, c'est pas tout à fait le bon usage, mais ça rentre quand même dans le cadre de la coopération avec les infectiologues. Donc oui, les temps de formation, c'est particulièrement intéressant. On peut même, je sais pas si c'est pertinent, je parle à chaud, mais réaliser des parcours. Si par exemple, il y a des sorties d'hospitalisation, d'infectiologie, mais ça, on s'éloigne un petit peu du bon usage des antibiotiques, on rentre plutôt dans le parcours de soins du patient. Mais en tout cas, effectivement, si la téléexpertise me semble, à titre personnel, c'est l'analyse qu'on en a au sein de la CPTS où j'exerce et au sein de la MSP où je suis, si la téléexpertise semble être le levier le plus attendu, ça ne signifie pas que justement, d'autres actions ne puissent pas être mises en place, en premier lieu desquelles, les formations. Je pense que là, on a un petit peu dépassé. Je suis désolé pour ceux qui ont d'autres impératifs ou un repas à prendre. Si c'est bon pour vous, on va clôturer ce webinaire. Donc, comme je vous ai dit, on vous enverra évidemment le support de communication avec tout si vous voulez vous y référer. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire et puis je remercie Anas d'avoir accepté de venir répondre à nos questions en espérant que ça vous ait apporté un début de réponse, même si, voilà, comme on l'a dit, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Merci à tous. Merci beaucoup. Et bon après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.